La Thaïlande est aujourd'hui l'un des pays les plus développés d'Asie du Sud-Est et reste fier de ne jamais avoir été colonisé. Pour arriver à un tel essor économique, le pays a dû pourtant faire face à des tensions frontalières lors du XXe siècle. Le premier conflit, sur lequel se base notre étude, est l'implication de la Thaïlande, autrefois appelée le Royaume de Siam, dans la Première Guerre mondiale. Cette participation mineure, voire anecdotique d'un point de vue militaire, a pourtant joué un rôle politique, diplomatique et finalement économique important et a participé à l'émancipation de la Thaïlande et à l'affirmation de son statut d'État souverain internationalement reconnu. Pourtant, cet événement semble avoir perdu de l'importance au fil des années dans l'esprit des Thaïlandais. De plus, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l'opportunité d'effectuer un projet se basant sur ces faits nous semblait évidente. C'est pour cela que nous nous sommes posé la question suivante. Que reste-t-il aujourd'hui de la mémoire des Thaïlandais, des soldats siamois, envoyés pour combattre avec la France lors de la Première Guerre mondiale? Dans la première partie de notre enquête, nous avons cherché à connaître exactement la nature et les raisons de la participation de la Thaïlande au conflit de 14-18. Nous avons aussi recherché les divers témoins de cet épisode à travers les monuments qui perpétuent ce passé. En 1893, le royaume du Siam est le dernier royaume encore indépendant en Asie du Sud-Est, encadré par les deux plus grandes puissances coloniales de l'époque, l'Angleterre en Malaisie et en Birmanie, et la France au Laos et au Cambodge. Coincé dans cette position délicate d'État tampon, le Siam parvient à préserver son indépendance. Pour cela, il cède des territoires frontaliers au Laos en renonçant à toute la rive gauche du Mékong et démilitarise les provinces d'Angkor et de Battambang qu'il perd finalement en 1907 au profit du Cambodge. L'Angleterre annexe en 1909 plusieurs sultanats vassaux de Bangkok dans la péninsule malaise. La France et l'Angleterre profitent de l'impuissance du pays à réagir militairement pour imposer aussi des traités inégaux. Il consiste à exempter tout citoyen français ou anglais des lois siamoises et à favoriser énormément la France et l'Angleterre dans le commerce avec le Siam grâce à des tarifs douaniers très bas. Par ailleurs, sous l'impulsion du roi Chulalongkorn, appelé Rama V après son couronnement, le pays connaît une forte vague d'occidentalisation des modes de vie. Tout d'abord, une organisation du gouvernement au ministère d'inspiration occidentale est mise en place, de plus d'une introduction d'un système d'éducation différent, d'une modernisation des infrastructures, d'un remaniement des finances de l'État, d'un changement vers une législation siamoise occidentalisée et de l'abolition de l'esclavage. Ces traités inégaux brident le développement économique du royaume, à la différence des réformes gouvernementales, administratives, économiques et sociales qu'avait promis Chulalongkorn. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Très éloigné du théâtre des opérations et fort de sa neutralité, le royaume du Siam n'est pas directement concerné. Cependant, les diplomates russes, belges, français et britanniques insistent fortement auprès du gouvernement siamois afin qu'il entre en guerre à leur côté. Malgré cette pression, le royaume du Siam maintient sa neutralité, d'autant qu'il a d'importants liens commerciaux avec l'Allemagne. Le roi, promoteur du sentiment nationaliste thaï, espère de cette alliance une reconnaissance des alliés et l'obtention d'avantages. Cet engagement, ainsi pour but non avoué officiellement, de mettre fin aux traités inégaux. L'entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917 change la donne et offre de nouvelles perspectives pour l'issue du conflit. La décision siamoise est finalement prise le 28 mai 1917, le gouvernement abandonne sa neutralité dans le conflit et décide de se mettre du côté des forces de la Triple Entente, Angleterre, France et Russie. Le 28 juillet 1917, il déclare la guerre aux puissances centrales, Allemagne et Autriche-Hongrie, et confisque leurs propriétés dans le royaume. Afin que cette déclaration ne demeure pas qu'une simple manifestation diplomatique, un appel aux volontaires est lancé pour constituer un corps expéditionnaire. Celui-ci est constitué d'aviateurs, de mécaniciens, de chauffeurs, d'infirmiers. Face au grand nombre de postulants, une sélection est effectuée. Placé sous le commandement du général Nai Phanaek, formé en France et en Belgique, le corps expéditionnaire siamois est finalement composé de 1284 soldats et divisé en deux catégories. Le corps des transports motorisés, dirigé par le général Nai Roriak. Le second, les forces aériennes, est placé sous l'autorité du général Nai Phantri et se compose de 115 pilotes, 3 ingénieurs et 252 mécaniciens, tous dénués d'entraînement. Le corps expéditionnaire part le 19 juin et rejoint tout d'abord l'île de Koh Phangan, où ils embarquent sur 12 bateaux français qui les attendent. Au total, ils mettent 42 jours pour faire le voyage, faisant escale au port de Singapour, puis sur l'île de Colombo, et finalement à la ville de Saïd, au bord du canal de Suez. Ils arrivent à Marseille le 30 juillet 1918, moins de 4 mois avant l'armistice et la fin de la guerre.
En août 1918, à leur arrivée dans le port de Marseille, les Siamois sont accueillis par le général français Le Grand. Comme pour beaucoup de pays ayant rejoint la Triple Entente, les soldats reçoivent dans leur paquetage un uniforme français de couleur kaki avec le casquadrillant standard de poilus portant un insigne spécifique à leur pays. Les soldats reçoivent aussi une carte d'identité où y est indiqué leur statut de volontaire ainsi qu'une ration alimentaire adaptée avec l'ajout de riz. Ils partent ensuite à Istres, où ils sont soumis à une sélection sur des critères de résistance physique pour déterminer l'aptitude des pilotes à rejoindre les écoles d'aviation. Les soldats inaptes seront utilisés comme mécaniciens. Les aviateurs sélectionnés sont entraînés dans un premier temps à Istres, où ils apprennent les techniques de base et conduisent à terre des avions comme le Blériot ou encore le Caudron G3. Ils sont ensuite répartis dans de prestigieuses écoles d'aviation françaises, l'une à Pau et ensuite l'autre à Avord, où leurs conditions de vie s'améliorent. L'école d'Avord entraîne déjà plus de 9000 soldats étrangers et bénéficie d'une réputation incontestable. Les entraînements y sont rapides et efficaces avec plus de 1000 avions d'essai. À Pau, l'entraînement se fait à un rythme moins soutenu, mais c'est là-bas que, pour la première fois, un Siamois a décollé avec un espion subwheeze. La rumeur thaïlandaise rapporte que cet aviateur, après avoir atteint 2000 mètres d'altitude, aurait perdu le contrôle de son avion, mais l'aurait redressé à quelques mètres du sol en montrant son courage. Les aviateurs à Pau quittent la ville pour apprendre à Biscarrosse le maniement des armes aériennes. En septembre, les aviateurs siamois sont prêts pour aller au front avec les avions, mais préfèrent rester dans les écoles de formation pour mieux se perfectionner et ainsi par la suite repartir en Thaïlande avec de nouvelles connaissances techniques. Par ailleurs, le corps des transports motorisés, les mécaniciens et les mestiers samois sont, eux, envoyés à Lyon et en région parisienne afin de s'entraîner au combat ainsi qu'à leur spécialité sous commandement français. Les troupes siamoises sont finalement envoyées en Allemagne entre le 5 et le 11 novembre 1918, jour même de l'armistice. Elles sont positionnées sur la rive du Rhin pour tenir la frontière avec les troupes alliées, jusqu'à ce que l'Allemagne signe le traité de paix à Versailles le 28 juin 1919. De même, les pilotes siamois effectuent des survols pour assurer la stabilité des villes allemandes occupées par les troupes françaises après la fin de la guerre. En mars 1919, la croix de guerre est décernée au drapeau du corps expéditionnaire siamois en Allemagne. Par la suite, les troupes siamoises défilèrent fièrement avec les Alliés à Paris le 14 juillet 1919 sur les Champs-Élysées, à Londres le 19 juillet 1919 et à Bruxelles le 22. Tous les soldats siamois obtiennent la médaille interalliée commémorative de la Première Guerre mondiale, ou appelée aussi médaille de la victoire. Seul le dernier vétéran du corps expéditionnaire, Yod Sang-Gungrang, reçoit la Légion d'honneur en 1999. Le royaume rapatrie ses soldats en plusieurs vagues dès le début de l'année 1919, plus précisément en mars et en septembre. Certains aviateurs restent toutefois en France pour continuer leur formation, afin de revenir en tant qu'instructeurs et développer l'aviation au Siam. Célébrant leur retour au pays, les soldats sont reçus et félicités par le roi le 16 mai 1919. Sur les 1284 soldats siamois que comptait le corps expéditionnaire en direction de l'Europe, 19 hommes sont morts. Il n'y a aucun blessé siamois, ce qui s'explique car ils n'ont pas combattu. Sur 1284 volontaires, les 19 sont morts représentent qu'une perte très faible, seulement 1,5% comparé aux victimes militaires des autres pays. Les morts siamois furent d'abord enterrés dans plusieurs cimetières en France et en Allemagne avec une pierre tombale en forme de bouton de lotus. Puis les corps ont été incinérés et leurs cendres furent toutes ramenées à Bangkok avec les dernières troupes le 24 septembre 1919. Elles ont été déposées sous le mémorial érigé à la mémoire des victimes du corps expéditionnaire siamois à Bangkok. Le roi bénéficie donc d'une reconnaissance internationale en obtenant un siège permanent à la SDN parmi les 13 autres nations victorieuses, une fierté pour le pays, dans le fait que les grandes puissances finissent par renoncer aux traités inégaux du Siam. Le drapeau de la Thaïlande témoigne spectaculairement de la participation du pays à la Première Guerre mondiale. On rapporte que son dessin tricolore a été suggéré par le roi lui-même. Aux deux couleurs du précédent drapeau, qui montre un éléphant blanc sur un fond rouge, on ajoute le bleu, comme un symbole de paix et comme une couleur propice au roi, couleur du samedi. Il reprend donc les trois couleurs des pays de la Triple Entente, bleu, blanc, rouge. Le drapeau reste donc un témoin de cet événement, même si le public l'ignore souvent. Il s'agit d'un exemple important qui montre la différence entre une mémoire individuelle et une mémoire collective. Aujourd'hui, la majeure partie des Thaïlandais gardent une vision idéaliste de leur pays et de leur roi. Pourtant, avec la vérité cachée sous cette déclaration de guerre inattendue du royaume de Siam envers les Allemands, nous avons cherché si celle-ci allait nous être révélée par des Thaïlandais. Pourtant, après de nombreuses réponses de Thaïlandais interviewés, leur discours restait similaire et peut se résumer ainsi. Pour lui,
participer dans la guerre pour rétablir encore une fois la paix. C'est un devoir aussi. Ce n'est pas seulement pour protéger notre pays. C'est la décision du roi Ramasis que la Thaïlande, le Siam, doivent participer à cette guerre pour rétablir la paix. À partir de là, nous avons tiré une conclusion sur le fait que la vérité leur était soit cachée, ou bien ceci pouvait détériorer l'image de leur pays. Nous avons donc pris la décision d'aller dans le centre de Bangkok, dans la rue, pour effectuer ce sondage auprès de la population thaïlandaise sur la Première Guerre mondiale et ses belligérants. Nous avons posé les questions suivantes aux passants. Savez-vous quand s'est déroulée la Première Guerre mondiale? Savez-vous si le Siam a combattu pendant cette guerre? Si oui, qui? Savez-vous pourquoi le Siam est entré en guerre? Y a-t-il à Bangkok un monument en souvenir de cette guerre? Nous avons réussi à interviewer 3 personnes individuelles, 2 binômes et 2 groupes. Les réponses à ces questions étaient toutes très variées. Nous avions passé 4 heures afin d'obtenir des témoignages, mais le nombre de personnes qui refusaient notre interview par manque de connaissances était très élevé. Par contre, pour ceux qui se sont dévoués, les réponses étaient confuses, inexactes et souvent très longues et réfléchies avant de nous la faire parvenir. Certains regardaient dans leur téléphone afin d'obtenir la réponse sur Internet. Néanmoins, nous avons eu quelquefois la bonne réponse pour les 2e et 3e questions, mais pour le reste, les Thaïlandais confondaient avec la Deuxième Guerre mondiale ou bien ne connaissaient pas ce passé de guerre. La 1950, คนไทยไปชวนสมรภูมิความที่มาสู้รบแต่เดี๋ยวน้อง Il existe plusieurs lieux de mémoire, comme le mémorial de la Première Guerre mondiale sur la place de Sanam Luang. Le souvenir de la participation du Siam à la Grande Guerre a été perpétué par un monument érigé en l'honneur des membres du corps expéditionnaire siamois décédés. Le souvenir de ces 19 hommes perdure gravé dans la pierre du monument des militaires volontaires situé au cœur du centre historique de Bangkok, à l'angle nord-ouest de la place Sanam Luang. L'emplacement est désormais coincé entre des voiries souvent encombrées de bus touristiques et semble secondaire. Pourtant, le caractère funéraire de la place Sanam Luang est particulièrement important puisqu'elle correspond au terrain où sont traditionnellement organisées les cérémonies des crémations royales et princières. Le monument est constitué de 4 faces. Celle du nord et du sud relate l'histoire de la participation du Siam à la Première Guerre mondiale, en particulier l'envoi en France d'un corps expéditionnaire de 1300 hommes, contre 1284 en réalité. Les faces est et ouest répertorient les noms des 19 morts. Au cœur de la vieille ville de Bangkok, il existe dans le quartier chinois une place appelée le 22 juillet, en mémoire de la déclaration de la guerre du Siam contre l'Allemagne le 22 juillet 1917. Cette grande place circulaire est occupée par 3 rues qui portent des noms évoquant des valeurs mises en avant pour la participation du pays à la Grande Guerre, respectivement l'esprit d'amitié, la triple alliance et la paix. Cette place a été construite dans un quartier déjà peuplé, mais qui avait subi un grave incendie en 1917. En plus de ces 2 grands mémoriaux nationaux, il existe également un mémorial individuel dans l'enceinte du poste de police d'Enchei, dans la province de Phrae. Il est construit en l'honneur du sergent-major Charen Perod, mort le 26 janvier 1919 dans le village de Grundramstein, en Allemagne. Celui-ci est le seul Thaï à figurer dans la base de données Mémoire des hommes. Il est d'ailleurs mentionné comme étant mort pour la France, le seul parmi les 19 soldats siamois. Les victimes siamoises de la Première Guerre mondiale sont aussi honorées au sein du mémorial national de Pathum Thani, au nord de l'aéroport de Don Mueang. Il abrite un musée de l'histoire militaire bilingue thaï-anglais qui présente un volet spécialement consacré à la Première Guerre mondiale. Le musée du roi Vajirabhdou se situe dans l'enceinte du département de la Défense, au sud de la place de Sanam Luang, au cœur de Bangkok. Ouvert au public en 1999, il est dédié au roi Ramasis. À l'entrée, on retrouve un mannequin en cire du roi en habit rouge traditionnel pour la guerre, identique à celui décrit au Memorial National. Seuls quelques objets, des fusils et des casques sont exposés. Parmi les panneaux bilingues thaï et anglais sont aussi mis en avant les photographies des Siamois lors des défilés de la Victoire à Londres, Paris et Bruxelles, symboles de fierté pour le pays. Par ailleurs, nous avons trouvé dans les manuels scolaires thaïlandais un chapitre sur l'implication du royaume du Siam dans la Première Guerre mondiale. Pourtant, la leçon se rapporte à son entrée en guerre courageuse et de l'arrêt des traités inégaux. On peut donc déterminer que cet événement est exprimé très brièvement et que l'importance de l'implication est surtout basée sur les bénéfices apportés à la Thaïlande. L'enquête que nous avons menée durant ces 6 premiers mois a abouti à des conclusions contrastées.
Hormis les personnes directement concernées, la majorité ignore les faits de la Première Guerre mondiale et davantage l'implication de leur propre nation et ses conséquences favorables dans le développement de leur pays. Comme le montrent nos multiples interviews, la mémoire collective thaïlandaise a oublié le contexte politique de l'époque et notamment comment cet événement a pourtant permis à la Thaïlande de s'émanciper des pressions coloniales en lui donnant son statut dans la société des nations et en contribuant à l'arrêt des traités inégaux qui l'abridaient. Malgré la mise en place de plusieurs moyens de commémoration par le gouvernement afin que cet événement reste ancré dans la mémoire thaïlandaise, cette dernière n'a pas l'air de bien se souvenir des véritables conditions du Siam durant la Première Guerre mondiale et de l'enjeu de cette implication. Cette omission peut donc s'expliquer par un manque d'intérêt auprès de la population locale thaïlandaise face à son implication, par une sélection préalable lors de la transmission de l'information afin de simplifier le message et de le concentrer sur la gloire de la nation, ou par le fait que les conséquences de cette guerre sont surtout diplomatiques et économiques et non sociales.